On est dans un pays où on a encore la possibilité, on a encore des vieilles institutions, de vieux droits et de vieilles libertés auxquelles nous nous accrochons tous pour essayer de continuer à faire vivre non seulement nos libertés, notre démocratie et aussi notre liberté de penser et notre capacité à analyser la situation et le monde. C'est au-dessus que c'est la panique. Hein, c'est au-dessus que c'est la panique, c'est-à-dire c'est dans les ministères, dans les partis politiques, dans un certain nombre de conseils d'administration, dans un certain nombre d'endroits que c'est un peu la panique. C'est la panique parce que globalement le monde dans lequel nous avons vécu est en train de changer à vitesse extrêmement rapide et que beaucoup ne l'ont pas vu venir. Alors vous me direz que pour un certain nombre d'acteurs de la vie politique ou de la vie médiatique, le fait de ne pas l'avoir vu venir ne les empêche pas de le raconter ou de vous expliquer en quoi ça consiste tous les jours. Mais on sent bien que globalement ils courent tous, et on est tous un petit peu quand même dans ce cas-là, on court tous après l'actualité, on court tous après le réel. Je pense que pas grand monde aurait pu prévoir l'évolution de la politique américaine de ces 10 derniers mois, il y a une dizaine d'années. Bon, s'il y avait des gens qui l'ont fait, mais globalement c'était un peu loin des scopes. Si on se réunit ce soir, c'est pour parler des néoconservateurs, et les néoconservateurs, c'est évidemment un gros dossier, un gros sujet. De quoi parle-t-on quand on parle des néoconservateurs ? D'abord, néoconservateur, c'est un mot. Alors, comme les mots ne sont pas les choses, autant essayer d'en donner une définition à peu près correcte pour définir de quoi on parle et d'établir un périmètre en quelque sorte descriptif qui soit correct. Les néoconservateurs, c'est un mot qui apparaît, je crois, c'est Michael Harrington qui l'utilise pour la première fois en 1973, pour désigner un certain nombre d'intellectuels, de cercles intellectuels, initialement de formation marxiste, trotskiste, qui vont, selon lui, et il le fait dans un article qui est consacré à l'État protecteur aux États-Unis, qui vont évoluer et qui vont se rapprocher, pour faire très simple, du camp conservateur. Alors évidemment, quand il utilise pour la première fois ce terme en 1973, c'est largement ironique. Les gens qui sont désignés comme tels, les Daniel Bell, les intellectuels en fait new-yorkais, les cercles désignés comme néoconservateurs, sont censés ne pas aimer beaucoup ça, parce que globalement les personnes en question se réclament toujours globalement de la gauche, et pour un certain nombre d'entre eux encore du socialisme, ou en tout cas de la gauche. Mais évidemment, le mot a servi à désigner une réalité qui existait avant elle. Les néoconservateurs existaient avant qu'on commence à les désigner comme des néoconservateurs. Alors, pour faire simple, de quoi on parle quand on parle de néoconservateurs ? D'abord, de quoi on ne parle pas ? Le néoconservatisme n'est pas simplement un milieu de cercle d'influence prenant une politique impérialiste, agressive, expansionniste, unilatéraliste, et cherchant à projeter les États-Unis dans un certain nombre de conflits dans le monde. Ça, c'est la vision un peu simpliste que les gens un peu informés en ont. Les néoconservateurs se distinguent tardivement, non pas tant par la nature de leur action que par les cibles ou les objectifs de ces actions. Il n'est pas toujours évident de distinguer très clairement la politique d'Henry Kissinger, qui n'est pas un néoconservateur au sens strict, de celles qui vont être menées par ses successeurs dans d'autres parties du monde. Si, en tout cas, on met de côté la question des objectifs et des intérêts américains. Qu'est-ce que c'est que les néoconservateurs ? C'est avant tout une histoire de famille, des histoires de famille. On a affaire à des intellectuels qui, à la fin des années 30, 40, début des années 40, vont entrer en quelque sorte en tension avec l'Union soviétique. Pourquoi ? Vous le savez, on va faire très très bref, je vais être obligé d'être un peu rapide et lapidaire, on affinera si vous voulez dans les questions et les réponses. Mais à partir de 1917, ce qui se met en place en Union soviétique, c'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais c'est une dictature des minorités plus qu'une dictature du prolétariat. Pourquoi une dictature des minorités ? Parce que globalement, les
populations ou les groupes qui vont prendre le contrôle de l'État soviétique appartiennent aux minorités de l'Empire tsariste. Quand je dis aux minorités, aux ultra-minorités parfois de l'Empire tsariste. On parle des Lettons, on parle des Juifs, on parle des Géorgiens, et aussi un peu des Polonais, on connaît le rôle de Tcherzhansky, etc. Ce qu'on sait, c'est que en 1917, ce qui s'installe ce qui s'installe en 1917, c'est donc une dictature des minorités, et cette dictature des minorités va provoquer, ou en tout cas va être rapidement perçue comme non représentative de la composition de la population de l'ensemble politique en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les Russes qui composaient l'immense majorité de la population vont être très sous-représentés dans le nouvel État soviétique. Et pour vous la faire simple toujours, ce qui va se passer, c'est qu'à partir des années 30, particulièrement à partir de 1935, sous l'impulsion de Staline, et très progressivement, jusque dans les années 50, la nomenclatura va remplacer, c'est-à-dire les élites révolutionnaires vont être progressivement éjectées du pouvoir soviétique pour être remplacées, pour reprendre leur place. Et donc les peuples majoritaires du système de l'ensemble soviétique et de l'ex-empire russe vont en quelque sorte reprendre progressivement, remonter par capillarité dans le système soviétique. Là encore, je suis obligé de faire des gros raccourcis pour reprendre leur place dans ce système. Cela ne va pas se faire sans épuration assez violente. Je n'ai pas besoin de vous parler des épurations de la terreur de 1935, mais il y en a eu d'autres, ça a été des phases. Et ces phases ont globalement toutes été dans le sens du retour des nations, des nationalités, on va dire des grandes nationalités ou des nationalités majoritaires dans le système soviétique. Et donc la sortie de ces minorités, la mise hors, je veux dire la perte de contrôle de ces minorités actives qui étaient archi-dominantes, en particulier par exemple chez les néoconservateurs, on parle de juifs ashkénazes qui étaient très majoritaires, ou en tout cas qui étaient très surreprésentés dans le système répressif soviétique des premières années, vont se retrouver éjectés par Staline, étape après étape de ce système-là. Un certain nombre de ces élites, du fait de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ou du fait des répressions, de la terreur, etc., vont parfois quitter le territoire, se réfugier en Europe, et partir parfois aux États-Unis. On va retrouver chez les néoconservateurs, chez les premiers néoconservateurs, beaucoup de gens appartenant à ces familles, à ces diasporas, qui ont été initialement très proches du système soviétique, voire acteurs du système soviétique, et qui, à mesure que celui-ci va, je dirais, se re-russifier, pour faire très simple, vont en quelque sorte s'en détacher et vont devenir de plus en plus critiques à l'égard de ce système-là. Ils vont devenir très critiques, mais évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le moins qu'on puisse dire, c'est que par exemple, pour les populations d'origine juive ashkénaze, la priorité, la priorité imminente pendant cette Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment le problème principal, c'est l'empire hitlérien. Un certain James Burnham, qui est un intellectuel d'origine catholique, qui a travaillé longtemps avec Léon Trotsky, trotskiste lui-même, va rompre avec le trotskisme et publier en 1941, je crois, La Révolution managériale, un livre qui sera traduit tout de suite après-guerre à l'initiative de Raymond Aron en France, et dans lequel il décrit en quelque sorte ce qu'il voit en 1941. Ça n'est pas une opposition entre un projet de révolution mondiale et de dictature du prolétariat communiste, socialiste, et le système capitaliste. Ce qu'il voit, c'est la confrontation de trois grands empires technocratiques. Un empire technocratique nazi, multinational et technocratique nazi, une technocratie multinationale soviétique et une technocratie multi-État américaine occidentale. James Burnham donc va publier ce livre en même temps qu'il va rompre avec le trotskisme. Et la presque totalité, alors James Burnham c'est un des intellectuels clés pour comprendre
la mouvance néoconservatrice, il y en a beaucoup d'autres, Irving Kristol, Léo Strauss, par d'autres aspects, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire simple? Et là, il faut toujours avoir un raisonnement, partir du bout pour arriver à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que les critiques qui viennent de cette gauche trotskiste, c'est-à-dire qui reste marxiste, qui reste, je dirais, au départ très pro-soviétique, mais très critique en même temps, et nourrit une critique du système soviétique de l'extérieur, va très progressivement, cette gauche-là, va très progressivement devenir beaucoup plus dure dans ses critiques, particulièrement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'évidemment, le système nazi étant tombé, et on le sait tous, si on devait là encore simplifier beaucoup, l'Union soviétique a fait la guerre avec ses hommes, avec du matériel, mais beaucoup avec ses hommes, avec les vies, alors que les États-Unis ont fait une guerre industrielle. On sait, il n'y a qu'à regarder le nombre de morts comparé pour le savoir, évidemment. Il n'y a qu'à regarder aussi la proportion de nombre de personnes qui sont mortes dans la production, dans l'effort industriel américain par rapport au nombre de soldats américains morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour mesurer à quel point les États-Unis se sont, en quelque sorte, l'État américain s'est édifié, renforcé, transformé complètement pendant cette période-là. En 1936, les États-Unis sont la 19e puissance militaire du monde, derrière les Pays-Bas. Oui. En 1945, ils sont la première puissance militaire du monde, et on ne comprend pas ce qu'a été cette guerre particulière du point de vue américain si on ne comprend pas qu'elle s'est jouée beaucoup dans les usines. Je n'ai plus les statistiques exactes, mais le nombre de morts, de gens morts, d'hommes morts, de femmes, de personnes qui sont mortes dans l'effort industriel aux États-Unis représente, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 20% des pertes en vie humaine américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vous dire que l'effort américain pendant cette guerre a été fondamental, mais on sait que ce sont les soldats soviétiques, soldats russes majoritairement, qui l'ont gagné. Évidemment, pendant toute cette période, ces familles qui avaient trouvé refuge en Europe et aux États-Unis avaient déjà un point de vue très critique à l'égard du système qui s'était transformé sous l'influence de Joseph Staline. Et évidemment, on les retrouvait tous globalement dans les mêmes cercles, qui étaient des cercles globalement trotskistes, hein, c'est-à-dire, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est le trotskisme, ce n'est pas le lieu. Mais on va dire qu'à partir de 1945, l'État américain, donc les États-Unis ont gagné cette guerre avec l'Union soviétique, et les Alliés et ces cercles d'influence, en quelque sorte, vont lâcher leur coup, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils vont ne plus se sentir du fait du début de la guerre froide, ils vont, pour une majorité d'entre eux, globalement, devenir beaucoup plus critiques et vont fournir des analyses souvent très intéressantes, très profondes, très fouillées, parce que ce sont des gens qui connaissent ce système-là, qui connaissent les acteurs, qui connaissent les familles, qui connaissent même encore parfois les responsables, etc. Ces gens-là vont fournir des informations, vont travailler main dans la main déjà avec les institutions fédérales américaines dès le début de la guerre froide. Dès le début de la guerre froide. Alors, pour un certain nombre d'entre eux sur le terrain, dans le domaine scientifique, mais pour d'autres, à d'autres niveaux, sur le terrain politique, dans le domaine des renseignements, etc., etc. Et donc, les néoconservateurs, c'est quoi? Ce sont ces intellectuels appartenant à la mouvance trotskiste qui, à partir du début de la guerre froide, vont globalement créer des cercles d'influence, des cercles de discussion, qu'il ne faut pas caricaturer, qui ne ressemblent pas du tout dans leur contenu à ce qu'a été le néoconservatisme à partir des années 80 sous Reagan ou sous Bush, hein, ça n'a rien à voir. On a affaire là à des gens qui portent un regard critique sur ce qu'est la gauche américaine, l'évolution de la gauche américaine, là encore je suis obligé d'aller très vite, et qui vont produire des travaux, des analyses qui sont parfois tout à fait intéressantes. On trouve chez, par exemple, Daniel Bell, on trouve un point de vue et une analyse critique de l'État-providence et un point de vue culturaliste, ou en tout cas une analyse conservatrice, je dirais rénovée, tout à fait intéressante et comparable par bien des aspects à ce qu'a été l'expérience politique gaulliste et le gaullisme idéologique, on va dire, en particulier la gauche sociale, le gaullisme social, en France au début de la Ve République.
Donc tous ces intellectuels, qui sont très diversifiés, il y a des tas de gens là-dedans, etc., appartiennent tous, on va dire, allez, c'est en tout cas la revue officielle de la communauté juive américaine qui va le dire, c'est un phénomène qu'elle qualifie de purement juif, même si elle exagère beaucoup, hein, parce que, évidemment, on trouve aussi des intellectuels comme Hauneman, comme d'autres, qui sont des intellectuels d'origine irlandaise, par exemple, dans la mouvance néoconservatrice aussi dès le départ. Mais ces élites vont produire, effectivement, d'abord un discours beaucoup plus critique sur l'Union soviétique, vont, pour un certain nombre d'entre eux, apporter leur concours à un certain nombre d'institutions fédérales. L'État fédéral américain, qui à l'époque donc devient un État-monde, par la nécessité, hein, en quelque sorte, de se projeter dans un conflit qui, de fait, devient un conflit mondial, la guerre froide. Et il va y avoir, évidemment, une évolution qui va, à certains moments, s'accélérer. Et les deux facteurs d'accélération principaux et donc d'apparition, de cristallisation de la mouvance néoconservatrice, ça sera la guerre des 6 jours et la guerre du Vietnam. La guerre des 6 jours, pourquoi? Parce que on peut dire, pour là encore aller très vite, que la question israélienne est une question qui ne fait pas l'unanimité, qui n'emporte pas l'adhésion ou qui ne suscite pas la passion de l'ensemble de la communauté juive américaine avant la guerre des 6 jours, d'une façon générale. Je ne dis pas que la communauté juive américaine ne s'intéresse pas à Israël, mais globalement, on estime que c'est une expérience qui dure déjà depuis un certain temps, ça se bagarre un peu là-bas, il y a des projets, bon, ça se finance, etc. On veut faire plaisir, mais il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de déploiement d'énergie particulier ou extrêmement dur ou extrêmement important de la part de la communauté juive américaine avant la guerre des 6 jours. À partir de la guerre des 6 jours, il va y avoir une accélération, une prise de conscience en quelque sorte de la plausibilité, de la viabilité potentielle de cet État, du fait des conquêtes territoriales qui sont réalisées à ce moment-là. Et il va y avoir en même temps, donc la question israélienne va devenir plus importante pour la communauté juive américaine, et simultanément, elle va observer que, alors que l'Union soviétique avait été l'un des premiers États, peut-être même le premier, à reconnaître l'existence d'Israël en 1948, si je ne me trompe pas, c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas très tôt, en 1948, au moment de la guerre des 6 jours, l'Union soviétique fournit des armes à l'Égypte et à la Syrie. Ça n'a pas échappé, évidemment, à cette partie de la communauté juive américaine qui est sioniste, donc qui est attachée au projet sioniste, au projet de création d'un État israélien, etc., pour des raisons qui peuvent être diverses et variées. Il y a des sionistes laïcs, et puis il y a des sionistes religieux, messianistes. On a affaire à des questions plus complexes. On y reviendra si ça vous intéresse. Et donc à ce moment-là, évidemment, il va y avoir chez une partie de la communauté juive américaine la prise de conscience que la seule puissance mondiale capable de protéger Israël, ce sont les États-Unis d'Amérique. Accessoirement, ces colonies européennes, ouest-européennes, quand elles sont disponibles, mais globalement, la prise de conscience dans cette communauté, c'est que si Israël veut continuer à exister, si elle, en quelque sorte, se trouve confrontée à l'ensemble des puissances arabes autour d'elle, etc., et les rapports de force à l'époque ne sont pas du tout ceux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un État israélien protégé par la première puissance mondiale et même quasiment tous les pays européens, avec 200 têtes nucléaires, etc. Ce n'est pas du tout le cas à cette époque. Il faut remettre... voilà. Et donc la guerre des 6 jours, c'est le moment, effectivement, voilà, où la communauté juive américaine se dit, bon, si je tiens à ce pays-là, et une partie de cette population va d'ailleurs s'installer là-bas, etc. Il y a beaucoup de binationaux, de gens qui vont s'installer, dont les enfants vont s'installer, dont les parents vont aller s'installer là-bas pour leur retraite, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements de population entre les États-Unis et Israël, comme d'ailleurs entre la France et Israël, etc. à cette époque-là. Et donc il va y avoir un investissement émotionnel parfaitement compréhensible à l'intérieur de la communauté juive, et donc un soutien américain, qui est un soutien américain à Israël, qui est un soutien à Israël par le biais des États, par la bande, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont devenir des patriotes américains, et donc favorables à la puissance américaine, à mesure qu'ils comprennent que celle-ci est l'outil principal, ou en tout cas la force principale, pour protéger, pour assurer le développement israélien. Là encore, je suis obligé d'aller très vite, on rentrera dans les détails si vous y tenez.
Le deuxième élément clé qui va bouleverser en quelque sorte et qui va produire l'apparition des néoconservateurs, c'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, pourquoi? Parce qu'on est à une époque où les États-Unis, là encore je suis obligé de faire rapidement, mais où les États-Unis sont démoralisés. Les États-Unis, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est une puissance qui rayonne de bonheur, son modèle s'exporte partout, elle est admirée. Les films de Hitchcock, ils ont tous des beaux costards, les femmes sont superbes, les hommes aussi, ils ont gagné la guerre, ils sont riches, ils sont fabuleux. Bon, le problème c'est que dans les années 75, ils sont au Vietnam, ils se font tailler des croupières par des paysans, ils ont l'impression que leurs troupes se comportent mal, et c'est pas qu'une impression. Leurs soldats reviennent avec les cheveux longs, des badges Peace and Love à moitié camés avec une jambe en moins. Il y a des bouquins qui sortent quasiment tous les mois pour leur expliquer que le dernier régime policier militariste et qui torture a été placé et mis en place par la CIA, ou que les trafics, ou que tel et tel complexe de guérilla ou d'opposition à tel ou tel État socialiste en Amérique du Sud ou ailleurs est financé avec le trafic de drogue par la CIA, etc., etc. Et donc, ça fait déjà un bout de temps que ça dure. Les Américains portent un regard dans les années 70, au tournant des années 75, portent un regard sur leur propre système politique, sur leurs propres valeurs, sur leur propre société, qui a radicalement changé. D'autres valeurs, une autre culture émerge, et en même temps que cette nouvelle culture émerge, une critique radicale monte de l'intérieur du peuple américain, qui, en quelque sorte, ne se reconnaît plus dans cet État, dans ces institutions, qui lui renvoient une image extrêmement désagréable, extrêmement négative de lui-même. Et les Américains sont de grands idéalistes politiques. C'est d'ailleurs un des tournants aussi du néoconservatisme. Ça sera la prise de conscience dans un certain nombre d'élites intellectuelles influencées par le marxisme et le socialisme, le tournant réaliste politique, c'est-à-dire la relecture de Machiavel, Maïmonide et Lévi-Strauss, et Léo-Strauss, va produire aussi, là aussi, un tournant, je dirais un retour du réalisme politique et une relecture d'un certain nombre d'auteurs politiques qui vont avoir une influence aussi sur les milieux trotskistes, ces milieux ex-socialistes. Bref, donc pour en revenir à la guerre du Vietnam, vous voyez l'ambiance. L'ambiance, c'est Taxi Driver. On a besoin de Rambo. Et on va la voir. Il va y avoir évidemment un tournant qui va être le fameux Halloween Massacre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le Halloween Massacre, c'est le moment où, il y en a eu deux, enfin on parle du principal, c'est le moment où Jimmy Carter décide de nettoyer la CIA à la suite d'un scandale supplémentaire. Ce scandale, ce nettoyage de la CIA, donc il y a près de 300 cadres au cadre de la CIA qui vont être limogés, et on est là dans une ambiance, il y a Goldwater, etc., on est dans une ambiance vraiment délétère aux États-Unis où le grand public américain est passé, je dirais, d'un statut de peuple sûr de lui-même et dominateur, heureux, beau, s'appréciant lui-même et trouvant le monde formidable, porteur de la liberté et de l'avenir du genre humain, a l'impression d'être un peuple de brutes, administré par des dégénérés, des furieux, des trafiquants, des meurtriers, etc. Et évidemment, c'est pas général. Tout le peuple américain n'a pas cet état d'esprit-là, mais en tout cas, dans une grosse partie de la gauche américaine, et on commence vraiment à se poser des questions sérieusement. Et évidemment, pour les néoconservateurs, c'est-à-dire pour cette gauche qui est devenue, je dirais, qui est venue en défense, en quelque sorte, de l'originalité, de la richesse du modèle américain, de son potentiel civilisationnel, de son potentiel économique, de son potentiel de puissance, cette critique est insupportable. A minima, elle est exagérée, mais elle est globalement insupportable. Et donc, on va voir là des gens qui, alors qu'ils se positionnaient vraiment à gauche, comme des intellectuels de gauche, les socialistes, trotskistes, etc., ceux qui n'avaient pas encore, je dirais, abandonné purement et simplement leur trotskisme ou leur socialisme, on va les voir sortir du bois à ce moment-là, et on va voir ces gens se porter en défense
de la politique américaine et donc en défense de la politique parfois difficilement à défendre des Américains dans le monde. Pas besoin de revenir sur ce qui se passe en Amérique du Sud à cette époque-là, Allende, etc., Pinochet, les Contras, enfin bon, bref. Bon. Et donc, vous voyez le climat, hein, je suis obligé d'aller très vite, je vous fais l'histoire des États-Unis pour les nuls, là, d'une certaine façon, mais j'essaie de vous restituer le climat. Évidemment, tout cela va changer à partir de l'arrivée de Reagan. Hein, à partir de l'arrivée de Reagan, on va voir, je dirais, commencer à voir des hommes qui sont déjà organisés dans des think tanks, et en particulier dans un certain nombre d'organisations qui... Alors oui, parce que les néoconservateurs, avant d'arriver en politique, existent quand même, ils existent dans le monde de la presse, ils existent dans des cercles intellectuels, des think tanks qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus suivis. C'est tout un sujet d'ailleurs, le rôle des think tanks aux États-Unis, ça n'a pas été assez étudié, c'est pas assez connu. Mais aussi dans un certain nombre de lobbies pro-armement. Il faut comprendre comment ça marche, hein, puisqu'il y a beaucoup de rapports à l'époque qui sont produits pour inciter les États-Unis à s'armer encore plus et à s'armer encore davantage. Et il y a des gens dont c'est le boulot, qui vont devenir en quelque sorte des spécialistes du discours de panique, expliquant quasiment tous les ans ou tous les 2 ans, rapport à l'appui, que les Russes sont en train de déborder de partout, qu'ils sont surproduits, qu'ils ont beaucoup plus d'armes que nous, qu'ils ont beaucoup plus de militaires, bref, qu'on est faible, et que donc face à cette puissance du mal que constitue l'Union soviétique pour eux, il faut s'armer, il faut s'armer, il faut s'armer, il faut s'armer. On arrivera, résultat des courses, on arrivera à ce que dans les années 95, les États-Unis représentent à eux seuls plus de 50%, presque 54% du budget militaire mondial, à eux seuls. Voilà. Mais ça, il faut comprendre que c'était le résultat d'un boulot. Ça ne s'est pas fait tout seul. Alors, évidemment, les historiens ont fait leur taf derrière, ont relu les rapports, se sont aperçus que la plupart des rapports en question qui visaient donc à pousser l'État fédéral à acheter toujours plus d'armes, à dépenser toujours plus d'argent pour l'armement, étaient basés sur des données qui étaient largement fausses, tronquées, exagérées, etc. Mais voilà. Les néoconservateurs, avant d'entrer en politique, on va dire, au 3e niveau de l'administration, donc sous secrétaire d'État, sous Reagan, les néoconservateurs, ce sont déjà des gens qui ont pris place dans le monde, dans le pouvoir américain, dans le pouvoir aux États-Unis, par ces lobbies, par la presse, les médias, la publicité, la presse, les médias, leur connexion avec le monde d'Hollywood, ça serait un long sujet, pourrait nous amener d'ailleurs à Reagan, ça serait une autre façon de nous expliquer l'arrivée de Ronald Reagan dans le système politique américain, et donc des think tanks et des lobbies pro-armement, des lobbies militaro-industriels. Voilà. Donc Reagan arrive. Là, vous connaissez tous un peu mieux ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que là, on a effectivement l'arrivée des premiers éléments néoconservateurs clés, des gens formés. Alors oui, il y a une influence aussi dans les milieux universitaires, très importante, qui commence à ce moment-là, notamment avec Stanford, mais pas que, où on a là un vrai boulot qui est fait, mais extrêmement méthodique, de sélection, de formation d'élites, d'identification de profils, tout à fait intéressant, qu'on va attraper et qu'on va diriger vers un certain nombre de cabinets d'avocats, vers un certain nombre d'entreprises, etc., etc. Un système de promotion d'élites acquises aux thèses ou, je dirais, travaux des néoconservateurs va se faire et va être extrêmement efficace. C'est l'époque où, par exemple, vous avez un certain Peter Thiel, hein, qui est recruté par Stanford, qui va se retrouver, après ses études à Stanford, animer une revue très critique à l'égard du gauchisme culturel à l'époque, et des études qui ne sont pas encore des études de genre, mais qui sont les études indigènes. On ne les appelle pas comme ça, j'ai plus le terme en tête, mais bref, enfin, vous voyez de quoi je parle. Et donc on va voir ce Peter Thiel arriver à New York, se retrouver dans un cabinet d'avocats, puis se voir doté tout d'un coup se voir prêter 1,5 million, si je me souviens bien, pour investir dans une structure dans la Silicon Valley, etc. Qu'est-ce qui se passe à partir des années Reagan? On a la création d'un État profond, enfin une accélération de la création de ce qu'on a appelé le Deep State. Alors le Deep State, qu'on soit bien clair avec ça. Tout État est par nature profond. Tout État cherche à assurer la continuité de l'État par-dessus les aléas, les menaces, les souverains, les modes de gouvernement et d'une certaine façon aussi par-dessus les avis de la population.
L'État cherche par principe la continuité. Tout État donc est profond. Lorsqu'on parle de deep state, on ne parle pas d'un État cherchant à assurer sa continuité seulement, on parle effectivement d'une prise de conscience dans un certain nombre de ces élites américaines de leur fragilité du fait de leur modèle démocratique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une prise de conscience sur les élites américaines dès les années 50. Ils ont l'impression en tout cas ils sont de fait face, par la guerre froide, à un système politique qui leur paraît beaucoup plus stable que le leur, et eux sont en permanence confrontés, je dirais, à l'opinion publique, aux élections, à la pression, midterms, j'en passe, c'est des meilleurs. Et des mandats présidents très courts, etc., etc. Donc cette fragilité, ils vont chercher à la compenser, et notamment à la compenser en créant des institutions qui, bon an mal an, vont progressivement se mettre en situation d'échapper au contrôle du citoyen américain. C'est au départ pas franchement assumé, et puis ça va le devenir franchement à partir de Carter, à partir du fameux Halloween Massacre, justement, où là, il va y avoir une volonté, sous l'impulsion de Reagan, de créer des institutions, de multiplier les institutions, et de créer en quelque sorte un réseau d'organisations qui va devenir de plus en plus incontrôlable à tout point de vue. Incontrôlable pour les actions qu'il mène, dans la politique qu'il décide, et simultanément qui va aussi chercher à se doter de ses propres moyens de financement. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, pas assez à mon avis, sur notamment les connexions avec le milieu de la drogue, sur l'économie particulière. Julian Assange a dit des trucs tout à fait intéressants sur les fameuses économies de guerre, des guerres par proxy menées par l'État fédéral américain depuis plusieurs décennies, etc., la façon dont ça sert aussi à financer un certain nombre d'institutions, etc., etc. Bref, pour faire simple, toujours, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que cet État fédéral américain devient un État qui se projette mondialement, du fait de la guerre froide, mais qui va en même temps être obligé de se soustraire aux incertitudes, aux aléas de la vie démocratique américaine. C'est en cela qu'on l'appelle le deep state, c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là, qui est un deep state occidental, d'une certaine façon, c'est-à-dire un État qui va, se projetant au niveau mondial, multiplier les institutions et multiplier de plus en plus les imbrications de ces institutions les unes dans les autres pour faire qu'un homme politique, si tant est qu'il soit en situation réellement d'avoir les compétences et l'entourage qui lui permettent de pouvoir agir efficacement, se retrouve face en fait à un tentacule, à un dispositif d'influence et de pouvoir qui sont totalement indestructibles, totalement stables, une sorte de macro-stabilité assurée par une diversification extrême et une complexification extrême de ces institutions. Ça, c'est très important. Donc, c'est la NED, c'est l'UCED, c'est etc., etc. On ne le sait pas assez, mais par exemple, la CIA, la NED a été créée précisément pour poursuivre les dossiers, les affaires et les financements qui étaient assurés auparavant par la CIA, parce que la CIA, comme vous le savez, à un moment, avait encore une plus mauvaise réputation que maintenant, c'est vous dire, et donc en particulier dans le public américain, et tout ce que faisait la CIA est évidemment regardé à la loupe. Après le fameux Halloween Massacre, il fallait trouver, je dirais, des structures intermédiaires pour assumer un certain nombre de financements. C'est notamment la NED, mais ça a été l'UCED, c'était Radio Free Europe, etc., etc. Dans d'autres domaines, ça s'est poursuivi. Par exemple, on ne le sait pas assez, mais le GIEC n'est pas une création de la CIA, évidemment, mais le GIEC a été créé à l'initiative de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Une autre structure dont vous avez peut-être jamais entendu parler, In-Q-Tel. In-Q-Tel est une structure qui a été créée très tôt et qui avait pour but d'effectuer des investissements et des fonds d'amorçage dans des structures, dans la Silicon Valley en particulier, du monde de l'informatique, de la cybernétique et de ce qu'on appelle les technologies de contrôle, c'est mon métier. Et ces investissements étaient toujours ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. Donc ils servaient en fait à identifier des entreprises intéressantes, à analyser le personnel, à voir ce qui était fiable, pas fiable, utilisable, pas utilisable là-dedans, dès lors qu'on avait repéré des technologies, des moyens qui étaient susceptibles de fournir une aide, ou un soutien, ou un appui à
la façon dont les États-Unis se sont mis à faire la guerre à partir de cette époque-là. Alors, parenthèse, de quoi je parle quand je parle de ça? Je parle du fait que les États-Unis, à partir des années 70-80, se sont transformés, à mesure d'ailleurs ça a été accéléré par le phénomène de désindustrialisation, à mesure que l'Occident, d'une façon générale, se désindustrialisait, il s'est en même temps, est-ce que c'est un effet de vase communicant ou une simultanéité? En tout cas, les deux sont liés, c'est évident. À mesure que l'Occident se désindustrialisait, transférait, bon, vous savez tout ça, il s'est aussi spécialisé dans ce qu'on appelait les guerres de quatrième génération, des guerres de quatrième génération qui ont pour particularité, là encore, si on veut aller très vite, de chercher à s'attaquer non pas à la guerre de deuxième génération, c'est une guerre de front, et la guerre de troisième génération, c'est une réponse par la vitesse et l'initiative à une guerre de profondeur, une guerre de mobilisation de moyens, pour faire simple. Hein. Et donc la guerre de troisième génération, la Blitzkrieg, en quelque sorte, a été dépassée par ce qu'on appelait, ou en tout cas après cela, on a eu la guerre de quatrième génération. La guerre de quatrième génération, c'est une guerre qui vise à s'attaquer à la cohésion de la société, c'est-à-dire au rapport de la population avec son propre État, et donc elle vise en profondeur, en quelque sorte, la cohésion politique, au sens de Machiavel, de la société. Et donc, progressivement, les États-Unis, de plus en plus rapidement les États-Unis, mais aussi, après eux, la Grande-Bretagne et quelques pays occidentaux, vont se spécialiser, vont s'intéresser à ce qu'on appelle les guerres de quatrième génération. Et ces guerres de quatrième génération vont expliquer en partie leur spécialisation dans les guerres de quatrième génération vont expliquer en partie les difficultés qu'ils ont aujourd'hui en Ukraine, puisque l'Ukraine, ils ont gagné la guerre de quatrième génération en Ukraine, mais ils sont en train de perdre la guerre de deuxième génération en Ukraine. C'est-à-dire que la Russie a perdu la guerre de quatrième génération en Ukraine, mais elle est en train de gagner la guerre de deuxième génération en Ukraine, puis c'est une guerre de moyens, une guerre industrielle, qui s'est en quelque sorte substituée, pour faire simple, à celle qui était au départ menée par les États-Unis en Ukraine. Bref, je vais accélérer un petit peu. On est donc au début de Reagan. On a là un reformatage complet de la population américaine. C'est l'époque de Rambo, de Rocky, etc. Vous voyez à quoi ça correspond. En gros, on va commencer à tenir un discours à la population américaine, on va déniaiser d'une certaine façon la population américaine en lui disant si on veut continuer à faire un truc propre et pur à l'intérieur, il va quand même falloir capable d'accepter qu'on fasse un peu de cradingue à l'extérieur. Je vous le fais, vous m'excusez la formulation, hein, mais bon, je suis obligé de le faire rapide, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est en gros la morale générale qui va se détacher dans les années qui suivent, dans les productions cinématographiques et dans le discours général qu'on va tenir aux citoyens américains. On va essayer d'installer cette forme de cynisme, ce déniaisement en quelque sorte du public américain en lui faisant abandonner son idéalisme et son apolitisme d'une certaine façon, si en tout cas on sait ce qu'est la science politique, pour globalement lui faire accepter des choses qu'il aurait jugées absolument insupportables et inacceptables avant et qui se mettent à accepter ou à tolérer à partir de ce moment-là. Évidemment, toujours avec ce maillage dont je vous ai parlé, d'organisations, d'institutions, qui se donnent les moyens de continuer leur activité bon an, mal an, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les situations, quels que soient les présidents, et par-dessus tout. Les guerres de quatrième génération, ce sont des guerres de déstabilisation. On vise à s'attaquer aux liens qui existent, pour faire simple, entre une population et son État. Voilà. Donc c'est l'utilisation de techniques de guérilla, ce qu'on appelle des guerres de partisans, c'est de la désinformation, c'est du trafic de drogue, c'est du terrorisme, c'est tout un tas de moyens qui servent globalement à briser la cohésion d'une société et donc à briser l'attachement ou la légitimité qu'un État à un moment donné peut avoir et qui lui permet d'engager, puisque c'est la fonction historique de l'État, la fonction historique de l'État, c'est d'être capable d'activer, de fabriquer la mobilisation sous stress vital, la coopération sous stress vital, la mobilisation de la population en vue du rapport de force, en vue du stress vital, c'est-à-dire de l'enjeu de vie et de mort pour un peuple, etc. Bien. Donc, on est là... après Reagan, on va avoir l'ancien directeur de la CIA, un certain Bush, qui va prendre la présidence des États-Unis, qui considérait les néoconservateurs comme des dingues du sous-sol. Donc on a là affaire à la vieille
au vieux réseau WASP américain qui considère encore tous ces agités du bocal là, comme des charlots, mais qui globalement savent que ça compte un petit peu, qu'il faut faire avec, et qui peuvent quand même être utiles parce qu'il y a des gens intelligents là-dedans, il y a des penseurs, il y a des intellectuels. Encore une fois, ne réduisons pas, ne simplifions pas la mouvance néoconservatrice, je dirais, à ces manifestations tardives, parfois un peu abruties, voilà. Il y a des intellectuels très solides dans la mouvance néoconservatrice. Et donc, là où tout va changer, c'est évidemment sous Bush fils, qui lui est un crétin fini, et qui va se retrouver littéralement quadrillé, encadré par la mouvance néoconservatrice, qui là va prendre non plus, je dirais, au troisième niveau de l'administration, mais au deuxième niveau, premier niveau de l'administration, une influence énorme dans l'appareil d'État américain. J'accélère parce que sinon on fera le reste par écrit. Okay. C'est l'époque, cette période-là, c'est l'époque où vous avez évidemment le changement, l'effondrement de l'Union soviétique et la nécessité pour toutes ces institutions qui ont besoin de continuer à exister, à se financer et à justifier leur activité, de se retrouver un nouvel adversaire principal. Bon, quand on connaît les allégeances, ou en tout cas la passion que les néoconservateurs ont pour le destin israélien, il n'était pas très compliqué de regarder autour d'Israël et de comprendre que la caractéristique principale de tous les pays qui se trouvaient autour d'Israël était d'être musulmans. Et donc, globalement, Bush arrive, le World Trade Center s'effondre, et un nouvel ennemi apparaît, World Trade Center, qui a fait donc l'équivalent, l'effet des bombardements japonais de Pearl Harbor pour, en quelque sorte, électriser l'opinion publique occidentale et la mobiliser dans cette nouvelle croisade. Croisade d'ailleurs qui va se faire dans un certain nombre de pays qui ne sont absolument pas les pays impliqués dans ces attentats, mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance, évidemment. Et globalement, à ce moment-là, on va avoir un déchaînement qui va être visible de tous, et tout le monde va comprendre assez rapidement, enfin tout le monde, en tout cas un certain nombre de gens vont comprendre assez rapidement qu'il ne s'agit plus du tout des intérêts américains, que les pays visés ne sont absolument pas impliqués dans le terrorisme international et particulièrement pas dans ces attentats, qui sont d'ailleurs douteux, et que par ailleurs, simultanément, les réseaux qui sont, je dirais, impliqués dans le terrorisme international islamiste sont très largement financés ou ont été financés par les États-Unis eux-mêmes dans des guerres contre la Russie ou contre d'autres dans le Caucase et ailleurs depuis déjà plusieurs décennies. Et donc tout le monde va assez rapidement, là encore, comprendre. Quand je dis tout le monde, c'est pas tout le monde évidemment, mais bon, les gens qui travaillent un peu ont été rapidement compris de quoi il s'agissait. Et on va se retrouver dans une configuration où une partie du public américain va commencer à avoir de sérieux doutes sur les motivations exactes de leur engagement, de l'engagement des États-Unis dans cette région. Et donc vont commencer à se dire que si on y passe autant de temps et qu'on y fait autant de morts, on se rappelle de Madeleine Albright expliquant que ça en valait la peine pour les 500 000 enfants morts en Irak du fait de l'embargo américain, les Américains vont commencer quand même, qui restent quand même si on leur bourre le mou depuis déjà 20 ans, 30 ans pour leur expliquer qu'on fait du cradingue à l'extérieur, mais que c'est vraiment pour faire des choses bien à l'intérieur, pour assurer leur qualité de vie, leur paix, la beauté de leur modèle. Les Américains s'aperçoivent qu'on continue effectivement à faire du cradingue à l'extérieur, ça ils en font le constat, de plus en plus, mais avec l'affaire Snowden, ils sont en train de s'apercevoir aussi que les institutions qui sont censées faire du sale à l'extérieur pour garder du propre à l'intérieur sont en train de faire aussi du sale à l'intérieur, puisqu'elles sont en train de surveiller, de contrôler, de mettre en place des centres de traitement, d'emprisonnement, de torture dans le monde entier, etc., qu'on surveille les citoyens américains, etc. Et donc sous Bush, ça va exploser un petit peu de partout. Globalement, le public américain va prendre conscience du fait que on ne fait plus simplement du sale à l'extérieur, on fait aussi du sale à l'intérieur, que les institutions sont décidément totalement hors de contrôle, qu'on peut avoir de sérieux doutes sur le fait qu'elles défendent les intérêts des États-Unis, parce que globalement on voit bien les intérêts israéliens là-bas, mais on voit assez mal les intérêts américains, ou du moins elles peuvent être parfois, là encore il ne faut pas simplifier trop, il y avait parfois une superposition possible d'intérêts compatibles entre les intérêts israéliens et les intérêts états-uniens. C'est tout à fait, sur certains points, et parfois, vous avez effectivement des superpositions d'intérêts, sans aucun doute. Mais on ne peut pas dire que, globalement, les États-Unis aient suivi la voie de leurs intérêts
en intervenant comme ils sont intervenus au Proche-Moyen-Orient à cette période-là. Et donc voilà, nous sommes, je vais terminer là-dessus, nous sommes à la fin des années 2010-2015. Les Américains ont fait le constat que ça ne s'arrangeait pas, que démocrates comme républicains maintenant menaient à peu près la même politique, et que le prétexte qu'on avait invoqué initialement, c'est-à-dire le fait de maintenir la paix, la prospérité à l'intérieur, n'était pas vraiment au rendez-vous. Il y a toujours des trous dans les routes, il y a 80 millions de personnes qui vivent avec des tickets alimentaires, 2 millions de personnes qui sont opio-dépendants, 1,5 million de personnes qui dorment dans leur bagnole ou dans des camping-cars plus ou moins transformés en caravanes fixes, etc. Bref, que leur société est en train de s'écrouler, que la plupart des activités de production et industrielles se sont barrées ou ont été délocalisées par la volonté des trilatéralistes dans le cadre d'un projet économie monde vers la Chine, etc. Et que bref, non seulement ça n'a pas protégé du tout l'intérieur, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est vraiment dégradé. Et donc les Américains ne croient plus à cette politique extérieure, attendent une politique du care, c'est-à-dire souhaitent qu'on s'occupe de leurs problèmes, qu'on s'occupe de leurs routes, de leurs emplois, de leurs familles, de leurs valeurs, de leur communauté, de leur civilisation, et que l'Amérique cesse d'être un empire et cesse de se projeter de façon agressive, en particulier sur des théâtres d'opération où le public américain ne perçoit plus ses intérêts, ni la logique et la cohésion de tout ça. Évidemment, cette politique va être menée par les néoconservateurs, et elle va être menée avec un acharnement particulier dans deux directions, une obsession bidirectionnelle. La première, c'est Israël et le destin israélien, je vous ai expliqué pourquoi, mais ça se comprend très bien, pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas on peut le comprendre. Et le deuxième, c'est la Russie, parce qu'il y a, dans ces élites néoconservatrices, et alors là on a des vieilles histoires de famille, c'est un peu une ambiance bal des vampires, avec des familles qui sont toutes quasiment originaires de l'Ukraine de l'Ouest, de la Galicie, etc. Bon, passons. On a affaire à une ambiance un peu bal des vampires là-dedans, avec des familles qui sont globalement totalement obsédées par les Russes, par la Russie, mais obsédées, à un état obsessionnel, et qui vont, dans cette politique, dans la politique qui va être menée par les Américains, finalement, arriver à pousser, d'abord à ne pas pouvoir empêcher la Russie de se réinstaller, de se doter à nouveau d'un État, et une fois la Russie rétablie en quelque sorte dans son État, ne vont pas pouvoir empêcher cette Russie, du fait des pressions qui s'exercent en permanence contre elle. Alors, il y a eu la période des oligarques où évidemment tous ces gens-là étaient présentés comme des combattants de la liberté, évidemment par les mêmes personnes. Et donc les néoconservateurs vont clairement contribuer à jeter la Russie, et là je suis obligé de faire des grandes enjambées, à jeter la Russie dans les bras de la Chine. Et si évidemment les Américains pouvaient envisager une confrontation possible militaro-industrialo-économique avec la Chine à horizon de 2030, malgré leur désindustrialisation, etc., en produisant un effort tout à fait conscient, etc., il y avait des néoconservateurs qui vous expliquaient que c'est tout à fait possible, qu'on arrivera à régler les problèmes, etc., etc. Le bloc formé par la Russie et la Chine ensemble, c'est-à-dire la puissance économique, financière, de production industrielle et intellectuelle chinoise, et l'influence diplomatique, les ressources, la puissance scientifique de la Russie ensemble, et les territoires et populations concernées, formaient un bloc qui devenait totalement inassimilable, ingérable, et totalement au-dessus des forces des États-Unis, tels qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire tels que le public américain fait le constat qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui est fragilisé, un pays qui est déstabilisé, un pays dont la population souffre, où vous avez des millions de personnes qui vivent grâce à des tickets alimentaires, encore une fois, donc avec des îlots de richesse, à n'en pas douter, qui est encore capable d'exporter sa production audiovisuelle, mais qui souffre, qui se déclasse. Et lorsque ces élites ont fait ce constat-là, c'était le début de la fin, c'était le début de la sortie des néoconservateurs de cette histoire, de l'histoire des États-Unis. Non pas, les néoconservateurs ne se distinguent pas par le fait qu'ils ont cherché à pousser les États-Unis à avoir une politique mondiale, ou à avoir une politique interventionniste, ou même parfois une politique de puissance
unilatéraliste, ce qui fait la caractéristique, parce que ça, Kissinger l'a fait, et on ne peut pas vraiment le considérer comme un néoconservateur, mais plutôt comme un cynique et un réaliste d'État, avec tous les qualificatifs que vous pourrez bien mettre derrière si vous voulez, mais ce qui fait la particularité des néoconservateurs, c'est cette origine marxiste, ce socialisme initial, cette obsession anti-russe et cette passion particulière pour Israël, et le fait d'avoir embringué par passion, en quelque sorte, les États-Unis dans cette politique, je dirais bidirectionnelle et obsessionnelle, qui produit les résultats qu'elle produit aujourd'hui. Les États-Unis sont aujourd'hui une puissance surendettée, en grande tension, avec qui s'est produit un ennemi, un adversaire géopolitique par le rapprochement de la Russie et de la Chine, qui devient très au-dessus de ses possibilités et qui, en plus, se trouve confronté à des populations intérieures, ou en tout cas une partie de leur propre population, qui rêvent de les voir accrochés à des lampadaires. Et donc, vous pouvez envisager éventuellement de faire la guerre contre la Chine, à horizon 2030, il va falloir mettre le paquet quand même sur le plan industriel. La Chine plus la Russie, ça devient franchement ingérable. La Chine plus la Russie avec 50% de votre population qui veut vous accrocher à des lampadaires, c'est mal barré. Voilà pourquoi les États-Unis sont en train de mettre hors jeu les néoconservateurs, non pas les unilatéralistes, non pas les réalistes politiques, non pas les cyniques, mais les néoconservateurs en tant que force produite par l'histoire et qui a globalement, par ses passions obsessionnelles, parfois maquillées sous des analyses géopolitiques plus ou moins discutables, amené la première puissance mondiale au stade où elle en est aujourd'hui. Voilà, je vais répondre à vos questions. Donc, je n'ai pas parlé de George Soros. Et je n'ai pas parlé de l'Open Society Foundation, qui est une structure tout à fait particulière, qui a reproduit très largement dans ses méthodes les méthodes de la NED, la National Endowment for Democracy. C'est une organisation qui est liée à tout un tas de Stiftung, de fondations germaniques, allemandes, mais aussi à des fondations en France. La NED, c'est lié par exemple à la fondation Jean Jaurès, on ne le sait pas assez, fondation Robert Schuman, par exemple, en France, sont liées à la NED, etc. Donc la NED est une structure très néocon, très infiltrée, très dominée par les néocons. Je crois que la responsable, c'est, comment elle s'appelle, la fille Kagan, là, qui était en Ukraine, là, comment elle s'appelle Noland. Voilà, on y trouve Madame Anne Apfelbaum, dont le mari est aujourd'hui, je crois, ministre en Pologne, etc. Donc, voilà, c'est Krakowski, celui qui a publié le tweet avec le marqué merci les États-Unis quand Nord Stream avait été attaqué. Donc, il y a les institutions. La NED est une institution qui est une institution produite par l'État fédéral, donc dans le cadre de sa mondialisation, on va dire, à partir de Reagan, par toutes ces institutions qui vont se mettre en place dans des tas de domaines différents, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des médias, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine militaire. L'Union européenne, d'une certaine façon, est une institution du deep state en elle-même. Ça pourrait en tout cas justifier une discussion. Mais George Soros, non. George Soros n'a pas les caractéristiques d'un néoconservateur, même s'il utilise, et il a mis en œuvre des méthodes qui s'apparentent assez largement à celles qui ont été simultanément mises en place, non pas par les néoconservateurs, mais par les institutions fédérales de ce qu'on appelle le deep state états-unien. Je ne vais pas vous faire un topo sur George Soros maintenant, mais sachez deux choses. George Soros n'est pas un défenseur de l'État d'Israël. George Soros a financé beaucoup d'activités qui sont des activités qu'on peut juger, c'est vraiment pas mon copain, hein, mais qu'on peut juger plutôt pro-palestiniennes. George Soros a financé énormément d'organisations écologistes. Alors certes, des organisations écologistes qui tombent parfois très bien pour empêcher le déploiement d'un pipeline quelque part, etc. Il n'est pas totalement idiot. Il a financé beaucoup d'activités dites déconstructionnistes sur le plan des valeurs, sur le plan axiologique dans le monde, en particulier dans les pays d'Europe de l'Est et d'autres aussi, en Afrique, etc., etc. L'activité de George Soros, c'est une activité très complexe. Un des meilleurs
production politique de l'influence de George Soros actuellement dans le monde politique, c'est Chrystia Freeland. Chrystia Freeland qui vient d'être nommée par Zelensky comme conseillère spéciale pour la reconstruction, patin couffin, etc., qui était vice-premier ministre du Canada, qui est la personne qui a négocié le CETA pour le Canada avec l'Union européenne. CETA qui a été sorti du panier, qui a été réactualisé sur la base des travaux d'un avocat qui était un avocat qui défendait les paradis fiscaux, qui a défendu les paradis fiscaux pendant toute sa vie. Je pourrais vous parler pendant 2 heures de Soros et de ses réseaux. C'est passionnant, c'est très intéressant, mais on n'est franchement pas avec les néoconservateurs. On a affaire à des gens qui utilisent des méthodes similaires, qui sont des méthodes d'influence, de guerre d'influence, avec des personnes qu'ils font monter, qu'ils cherchent, qu'ils forment, des institutions ou des organisations qui sont parfaitement parfois légitimes, toutes seules là où elles sont. Hein, vous prenez une association de défense, je ne sais pas quoi, moi, des requins de machin ou de la musaraigne de trucs-muches, quelque part, si vous regardez comme ça sur le papier ces statuts, vous vous dites, bah, c'est très bien de défendre la musaraigne. Bon, puis tout d'un coup, vous apercevez que l'association en question va recevoir 10 000 $. Mais tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Puis après, vous apercevez que les terrains sur lesquels sont la musaraigne sont des terrains qui ont telles caractéristiques, donc du coup, bah, le pipeline qui devait passer par là ne va pas pouvoir se construire. Ah mince! Vous voyez, ça c'est de l'influence, c'est du travail d'influence. Soros, c'est je dirais, industrialiser ça. Il faut savoir que le budget comparé entre l'Open Society et la NED, c'est un rapport de 1 à 4 en termes de budget. L'Open Society Foundation avait un budget 4 à 5 fois supérieur à celui de la NED. Simplement, la NED, ça n'est qu'une institution parmi tant d'autres. Parce qu'il faut comprendre que le travail d'influence de ces institutions américaines, de ce deep state, se fait toujours de façon... Ce sont toujours ce qu'on appelle des stratégies d'amorçage. Un peu, je vous parlais tout à l'heure d'In-Q-Tel. Vous avez peut-être entendu parler de Palantir, ça vous dit quelque chose? Bon, eh bien, Palantir n'a eu pour seul client que la CIA pendant 8 ans. Elle a été fondée par 2 personnes qui ont toutes les deux été matrixées, un par la London School of Economics et l'autre via Stanford University, Peter Thiel qui venait de PayPal. Et cette structure est une structure qui a été intégralement financée par la CIA directement. Mais la plupart des organisations, des gros géants du numérique, les fameux GAFAM, sont apparus au départ et financés, ont été contrôlés au départ par des investissements qui étaient issus d'In-Q-Tel, qui n'était qu'une structure indirecte. In-Q-Tel venait en amorce, c'est-à-dire elle commençait à mettre l'argent, elle distinguait les personnes, elle se donnait les moyens éventuellement de les faire chanter ou de les contrôler durablement. Évidemment, les réseaux Epstein, c'est un des moyens, mais ça, c'est les vieilles techniques de compromat, vieilles comme le monde, c'est pas nouveau, ça fait des siècles que ça dure. Donc, une fois le travail effectué, une fois que vous avez identifié les intervenants, les dirigeants, leurs points forts, leurs points faibles, leurs caractéristiques psychologiques, etc., vous débloquez des moyens, vous les surveillez, et là, une fois que vous avez mis les moyens, les fonds d'amorçage, vous pouvez faire signe à des types que vous avez fait, dont vous avez assuré la promotion dans tel et tel gros fonds d'investissement, telle ou telle grosse structure qui s'est enrichie, qui vont venir rajouter l'argent que vous n'avez pas mis, puisque c'était des fonds d'amorçage. Et donc là, vous avez mis 2 millions ou 4 millions au départ, ils vont venir rajouter 40, 50, 60, 70 millions, etc. Voilà. Je pourrais vous en parler des heures. Rien qu'In-Q-Tel, l'activité d'In-Q-Tel, vous ne pouvez pas comprendre la révolution et la domination des États-Unis dans le monde avec les GAFAM, si vous ne comprenez pas l'activité d'In-Q-Tel. Et In-Q-Tel, c'est une structure intégralement créée par la CIA, d'ailleurs c'est public, c'est connu, etc., etc. Ils ont, je crois, des financements dans près d'une centaine d'entreprises en France. La plupart sont opaques, évidemment, parce qu'ils publient, en gros, 10 à 15% de leurs investissements sont publics, les autres sont opaques. Oui. Oui, c'est une remarque tout à fait, effectivement. Alors, vous pouvez le suivre de façon très visible à travers des concepts qui sont repris aujourd'hui par le trio de comiques troupiers Starmer, Merckx, Macron, au travers de leur concept notamment de coalition des volontaires, qui est, on ne se rappelle peut-être pas, mais pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, la coalition des volontaires, c'était le dispositif imaginé par Bush fils
pour permettre d'aller bombarder l'Irak en passant par-dessus les résolutions du Conseil de sécurité. Voilà. Donc c'était une opération de piraterie et c'était le concept imaginé à l'époque pour être capable de légitimer ou de donner un semblant je dirais, de mouvement et de légitimité internationale à cette opération de piraterie internationale. Donc, quand on voit les gens partisans je dirais, du droit, des règles, comme le sont aujourd'hui nos comiques troupiers dont je parlais tout de suite, on peut s'amuser de les voir reprendre des concepts qui ont été développés précisément pour dire exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent défendre aujourd'hui, mais ça leur a probablement échappé. Je crois que ce ne sont pas des néoconservateurs au sens strict, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la matrice. Parce que les néoconservateurs, ce sont des familles. Pas assez parlé de ça, il y a beaucoup de liens, la famille Kagan, il y a des mariages, il y a des familles, il y a des origines communes, il y a aussi peut-être des tendances religieuses communes, etc. Je ne parle pas de judaïsme là, je parle précisément de sortie, de gens qui sont sortis de la religion juive, par certains aspects. Il y a un homme qui est passionnant à lire là-dessus, qui s'appelle Gershom Scholem, qui est un philosophe juif allemand qui a vécu l'essentiel de sa vie, la deuxième partie de sa vie en Israël, en Palestine. Et donc il y a une dimension, je dirais, il y a quelque chose qui relève de l'hérésie judaïsante aussi chez les néoconservateurs, qui c'est assez complexe à... Mais pour revenir sur votre question, chez Macron et chez Merckx, etc., on a des gens qui singent les néoconservateurs et qui font signe aux néoconservateurs. La reprise de ces concepts-là, c'est une reprise, c'est une façon, je dirais, un peu puérile de faire signe. Voilà, ils font signe, mais ce sont des employés de banque, regardez d'où ils viennent, ce sont des employés de banque, donc ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas le recul, ils n'ont même pas la culture historique qui leur permette de comprendre ce qu'ils font quand ils mobilisent ces concepts-là. On est quelques-uns ici à l'avoir fait, j'ai rencontré dans ma vie quelques personnalités politiques de premier plan, on surinterprète très souvent les capacités d'analyse et de réflexion de ces gens-là. Ça répond un peu à votre question. Alors, ceci dit, maintenant, je complète quand même en vous disant que oui, par contre, s'il y a bien quelque chose qui reste, non pas des néoconservateurs, mais plus exactement du deep state, c'est-à-dire de cet État mondialisé dont je vous ai parlé tout à l'heure, que Donald Trump s'est engagé, je dirais, à nettoyer, à drainer, puisqu'il s'est fait élire là-dessus. Donald Trump se fait élire sur quoi? Il se fait élire sur « on va s'occuper de vous, politique du Caire, on va réindustrialiser, on va boucher les trous sur les routes, on va arrêter l'immigration, et on va faire à nouveau de ce pays un pays dans lequel il fait bon vivre, un pays agréable ». Simplement, dans l'intitulé « Make America Great Again », il y a encore quelque part matière à interprétation, parce que dans le great en question, il y a possibilité encore d'une compréhension quasiment néoconservatrice de ce slogan. Celui qui est en train de venir et qui se superpose très progressivement et qui, à mesure que les élites MAGA commencent à se révolter ou à se défier de la politique de Donald Trump, qui refait quelques erreurs tout de même si c'est pas aussi simple que ça, c'est America First. Et là aussi, dans America First, il y a cette idée de occupe-toi d'abord de nous, mais il y a encore toujours cette ambivalence, parce que America First, c'est America First. Ça, America First, c'est parfaitement compatible avec l'annexion du Groenland, c'est parfaitement compatible avec la mise au pas du Venezuela, etc. Du moins si on se réfère à, non pas simplement la doctrine Monroe qu'on a tendance à interpréter de façon un peu abusive aujourd'hui, qui n'était pas ce qu'on en raconte aujourd'hui, mais si on se réfère à, je dirais par exemple, au mouvement des technocrates de Scott, donc entre les deux guerres, c'est-à-dire qu'on a réellement là affaire à des gens qui se disent qu'il faut verrouiller en quelque sorte le glacier américain, et là encore, au travers des slogans dominants de la population, des slogans politiques dominants de la population américaine, du peuple américain, ce passage du Make America Great Again à America First, on assiste à quelque chose. Est-ce qu'il y a encore une place là-dedans pour les néocons? À mon avis, non, pas au sens où on entend, c'est-à-dire, si on veut être précis et définir précisément les néoconservateurs, non.
clairement, effectivement, ils sont aujourd'hui réfugiés en Pologne, dans des revues XYZ, ils continuent à croupir ou à s'agiter dans des activités comme la NED, etc. Elon Musk a demandé à ce qu'on ferme les crédits de la NED, c'est en cours. La NED a obtenu une petite rallonge de 90 millions pour payer ses factures, mais ils sont globalement un peu dans la merde. Et donc, il y a une grosse pression sur ces institutions pour les fermer les unes derrière les autres, malgré tout. Ce qui n'empêche pas que les États-Unis restent les États-Unis. Et que donc les États-Unis, même s'ils ne sont plus néocons, c'est-à-dire même s'ils ne vont plus directement les guerres israéliennes, peuvent rester très pro-israéliens, et pour cause, pour d'autres raisons. Mais même cette question-là est en train de basculer aux États-Unis. Même dans la base MAGA, qui est la base historique, le socle absolument de soutien incontournable aux intérêts israéliens dans la population américaine, le soutien à Israël s'effondre. Et donc, là aussi, à un moment ou à un autre, ça va se traduire politiquement. Alors, évidemment, il y a des moyens qui sont déployés pour influencer, rachat de TikTok, etc. Il y a beaucoup de moyens qui sont déployés pour contrecarrer, en quelque sorte, cette évolution du public américain. Mais la guerre qu'a menée Netanyahou pour écraser les Palestiniens, les autochtones palestiniens, qui a objectivement révolté bien au-delà de ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est-à-dire on a tendance à nous expliquer que c'est l'extrême gauche qui sait, machin, etc. Bon, moi, ça m'a révolté tout de suite. Ça me révolte depuis longtemps, d'ailleurs. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de républicains, beaucoup de gens qui ont voté pour Trump, qui ne supportent pas de se retrouver caution de cette politique-là. Donc, on a une période intéressante. Les néocons sont encore réfugiés, je dirais, agrippés dans des institutions qui sont quand même plus ou moins démembrés, définancés, machin, etc. Ils continuent à exister, il y a des réseaux puissants, médiatiques en particulier, financiers. Ils ont toujours les moyens de continuer à se financer. Je pense que la guerre en Ukraine a dû leur servir à ça. On pourrait faire un jour une conférence sur les stratégies qui ont été utilisées par l'Empire anglo-saxon, notamment à travers du commerce de l'opium, dans le passé, et les stratégies de guerre par la drogue, etc. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, et leur utilisation récente. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là cherchent à continuer à se financer, sont effectivement réfugiés en France, enfin en Europe, beaucoup dans les pays baltes, en Pologne, mais ils se heurtent en quelque sorte à, je dirais, une opposition interne. Cette opposition, s'il fallait la décrire, les mots ne sont pas les choses, on pourrait dire qu'on peut les appeler les NATCON, nationaux conservateurs. Pour faire très simple, ce sont des gens, en gros, qui sont d'accord avec, globalement, une forme de révolution conservatrice, pas au sens allemand de l'entre-deux-guerres, mais plutôt au sens américain, strict. Donc, favorable, en fait, à une révolution conservatrice, capable d'accepter un changement de politique et un abandon de la politique impériale des États-Unis, même s'ils comptent sur les États-Unis quand même pour garder un œil bienveillant et une protection concrète pour Israël, mais en même temps qui va soutenir plutôt Viktor Orban, qui va plutôt soutenir, voilà. Et donc là, on a des gens qui ne sont pas des néoconservateurs, qui sont, du point de vue de leur famille, de leur histoire, quand il s'agit de populations d'origine juive, en l'occurrence, plutôt des gens qui appartiennent au milieu hassidique. Donc on a des gens qui sont plutôt conservateurs, mais qui n'appartiennent pas à ces traditions de révolutionnaires défroqués, je charrie un peu, qui ont constitué le socle anti-russe et sioniste, caricatural, qui a défini la politique des néoconservateurs pendant tant d'années. Donc on est vraiment déjà dans autre chose, même si, évidemment, pour l'instant, tout ça est très lent, et il faut être attentif à ce qui se passe à l'intérieur du public américain. Il va falloir être attentif à ces midterms, parce que ces midterms vont nous dire aussi à quel point Donald Trump a des marges de manœuvre. Il y a une contestation très importante de Trump, même de son activité, y compris dans ses propres bases, avec des élus dont on pense qu'on veut par ailleurs, mais type Marjorie Taylor Greene, etc., ou des influenceurs type Tucker Carlson, etc. Il y a une critique de l'interventionnisme à outrance. Les Américains tentent une politique du Caire. Trump, malgré les pressions qu'il a, ne va pas pouvoir continuer à s'amuser comme ses prédécesseurs l'ont fait, même si pour l'instant, sur le papier, ça continue un petit peu comme avant. Je dis un petit peu parce qu'on peut porter des tas de jugements sur ce qui a été fait, par exemple, au Venezuela, sur le plan du droit, sur le plan de la légitimité, etc. Je ne vais pas vous faire
pas vous dire ce que j'en pense, vous en doutez. Bon, voilà, c'est un pays souverain, etc., etc. Bref, donc je ne légitime absolument pas ce que les États-Unis ont fait là-bas. Mais faites simplement ce constat et réfléchissons-y, réfléchissons à ce que ça veut dire surtout. Ça a fait moins de 100 morts. Et je suis persuadé que cette opération, même s'il ne contrôle pas, il ne verrouille pas totalement ce qui va se passer au Venezuela derrière, que cette opération est aussi un indice sur le changement de méthode des États-Unis. Les Américains ne veulent plus voir des boys partir et revenir avec une jambe en moins ou des cercueils avec la bannière étoilée dessus. Là, Trump l'a très bien compris. Et il est déjà en train d'en tenir compte. Alors, donc ça change, la pression s'exerce, tout est en train d'être bouleversé. Et parce que les États-Unis vont devoir tenter de détacher, ou en tout cas de désolidariser partiellement la Russie et la Chine, il va falloir qu'ils rentrent dans un jeu de pression différentielle, parce que c'est n'importe quel corps physique, quand vous exercez une pression uniforme sur un corps, vous renforcez sa cohésion. Si vous exercez des pressions alternatives et différentielles sur le corps, sur des parties différentes du corps, vous le désassemblez. Et donc c'est probablement ce qu'ils vont essayer de faire, c'est-à-dire probablement essayer de désassembler la Russie et la Chine. C'est le début, c'est la continuation du grand jeu. Ce qu'on peut regretter là-dedans, c'est de n'avoir pas de politique en France pour être capable non seulement d'analyser, mais de porter, en tout cas de faire vivre une pensée ou en tout cas une ligne politique dans ces situations-là.